Alors c'est vrai que c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Depuis longtemps maintenant, les marchés américains, Wall Street, supplantent, surperforment l'Europe. Mais dans cette crise, encore une fois sanitaire, ça se vérifie une fois de plus. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Merci d'être là avec nous. Bon, encore une fois, je l'ai dit, hein, c'est pas nouveau, mais Wall Street a encore une fois nettement plus rebondi que les places européennes, que le CAC 40. Si on regarde depuis le début de l'année, Dow Jones, depuis le début de l'année, donc moins 16. Le Nasdaq est à moins 2 et le CAC 40, moins 25. Voilà. Pourquoi, on voulait expliquer, chercher à comprendre pourquoi cette surperformance, est-ce qu'elle est justifiée? Parce qu'une fois de plus, voilà, Wall Street creuse l'écart. Alors, effectivement, il y a deux dimensions. C'est leur force ou c'est notre faiblesse? On va dire c'est les deux. C'est les deux. Et puis il y a un effet technique tout de même qu'il faut toujours avoir en tête. Vous savez qu'il faut faire attention sur les marchés financiers à pas comparer les choux et les carottes. Les dividendes réinvestis, c'est ça? Voilà, les dividendes réinvestis, mais surtout en fait effectivement il faudrait plutôt comparer les indices en dividendes réinvestis parce que la moitié de la rémunération des actionnaires aux États-Unis se fait via du rachat d'actions, alors qu'en Europe on va considérer qu'on est à 90% sous forme de dividendes et seulement 10% de rachat d'actions. Ce qui fait que facialement, naturellement, il y a toujours un avantage pour les indices américains. Il faudrait véritablement. Ouais, mais même si on compare ce qui est comparable, on se fait quand même, on se fait doser, on se fait exploser par les ricains quand même. Voilà, donc il faut quand même en fait le souligner pour une question d'honnêteté intellectuelle tout de même. Mais bon, on va dire que la surperformance récente des marchés américains n'est pas liée en réalité au rachat d'actions. Là, pour le coup, elle est véritablement liée à des différences d'ordre structurel. Il y a une vingtaine d'années, les économies américaines et européennes se ressemblaient dans leur composition, dans leurs acteurs, dans leur composition notamment sectorielle. Aujourd'hui, elles n'ont plus rien à voir. Tout simplement, là, ce qui est remarquable par rapport aux indices américains versus les indices européens, c'est que d'un côté, vous avez à peu près tous les grands de ce monde en ce qui concerne le secteur technologique, qui sont tous logés aux États-Unis. Alors vous en avez aussi en Chine, mais en tout cas, les États-Unis, en fait, les indices américains dans leurs composantes ont une énorme composante, une énorme partie qui correspond en fait à du secteur technologique. On parle du software, du hardware, de la techno dans la santé, de la techno en fait dans la distribution. En fait, tous les acteurs de techno en fait sont logés aux États-Unis et en Europe vous en avez extrêmement peu. Et donc cette différence sectorielle, elle vient expliquer quand même la résilience des marchés américains. C'est la tech. Oui, mais pour une raison en fait. Alors déjà parce que la tech, c'est se projeter en fait sur l'avenir et clairement en fait sont des marchés qui sont plus porteurs que par exemple les services aux collectivités, qui sont clairement surpondérés dans les indices européens. Nous on a du Veolia, on a du Suez, c'est très bien, mais enfin voilà, c'est quand même l'économie du XXe siècle jusque-là, alors que les secteurs techno sont quand même plus tournés vers l'avenir. Et pour les investisseurs, en tout cas, ont une propension... Oui, je vous arrête un petit peu, ils ne seraient pas contents, les présidents de Veolia ou de Suez. Le traitement des déchets, l'eau, etc., c'est un sujet du présent et de l'avenir quand même, non? C'est un peu dur. Tout à fait, mais la question, ce sera la manière dont on va l'adresser. Et la manière d'adresser ces sujets auront eux-mêmes en fait une composante très techno. On va dire presque, on pourrait imaginer que demain, Veolia et Suez soient des grands acheteurs de services technologiques pour pouvoir assumer leur mission traditionnelle. Mais bon, peu importe. Disons que déjà, pour les investisseurs, après on peut le valider ou pas, mais pour les investisseurs, les boîtes de la techno paraissent plus à même de créer plus de valeur demain qu'aujourd'hui que les secteurs dits traditionnels. Alors on a pris le secteur aux collectivités, mais les services aux collectivités, ça pourrait être le secteur bancaire, etc. etc. Mais il y a un deuxième phénomène tout de même, c'est que la crise du coronavirus, de fait, elle a beaucoup plus avantagé les acteurs du numérique versus tout le reste. Et donc en fait, c'est un peu la double peine d'une certaine manière. À la fois, c'est un secteur qui était a priori perçu comme mieux positionné pour créer de la richesse demain, et en plus, la crise spécifique, la crise sanitaire, enfin en tout cas le confinement lié à la crise sanitaire, elle vient taper en frontal essentiellement tout ce qui correspond à du présentiel, à du physique. Or, voilà, la techno, c'est d'abord en fait du numérique. Donc là, vous avez parce qu'avec ce confinement, on s'est servi encore plus des produits et des services des GAFA et toute la tech américaine au final. Bien sûr, et puis en plus, attention, parce que tout ça est bien sûr conjoncturel. On a beaucoup parlé de confinement. Clairement, l'usage en fait de la techno était d'autant plus décuplé au moment du confinement. Mais attention, il y a des habitudes qui vont être prises et il est clair qu'il y aura un avant et un après coronavirus, y compris dans les habitudes des entreprises, dans la manière en fait dont elles vont continuer en fait à travailler à l'avenir, parce que déconfinement ne veut pas dire retour à la normale comme au mois de janvier. Et donc l'usage de la techno, en fait, ça a été une forme d'accélérateur. Il est évident en fait que progressivement, l'ensemble des agents privés que sont les entreprises se seraient dotés des éléments
d'innovation technologique qui leur permet de gagner en productivité, d'une certaine manière, le confinement et la crise sanitaire est un accélérateur de ce processus. Ce qui fait que voilà, vous avez quand même beaucoup de phénomènes qui viennent légitimer le fait que le secteur technologique se porte aujourd'hui bien mieux que les autres, et de fait, les indices américains, du coup, surperforment, et de manière, pour le coup, cette fois, tout à fait légitime, et ce n'est pas un artefact technique d'ordre dividende ou rachat d'actions. D'autant quand on voit les publications de résultats, encore une fois, des GAFA et autres, la high-tech s'en sort plutôt bien, donc voilà, donc c'est pas illogique, vous le disiez, que les investisseurs suivent. Alors, attention, dans la tech, il y a quand même plusieurs acteurs. Il y a les GAFA qui pèsent extrêmement lourd, bien sûr. Il y a aussi les GAFAM, je vous coupe, les GAFAM, c'est 22% du S&P aujourd'hui. On se rend compte du poids. Alors, et même pour vous dire 22%, ça paraît beaucoup, mais surtout, en 2017, c'était 12%. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte du chemin parcouru depuis simplement 3 ans. En 2017, on était à 12% du S&P 500 représenté par les GAFAM. Fin 2019, on était à 18%. Aujourd'hui, on est à 22%. Vous vous rendez compte, en fait, on est passé de 12 à 22. Donc, effectivement, il y a une très grosse partie de la cote qui, en réalité, est liée à la techno, mais aussi au phénomène de trust, puisque maintenant, ce sont des très grandes multinationales qu'on peut assimiler, en fait, à des trusts. Microsoft, c'est aussi gros que le CAC 40 aujourd'hui. Tout à fait. Alors, intéressant votre propos, parce que maintenant se pose la question finalement de la durabilité de cette surperformance du secteur techno vis-à-vis du reste de la cote. Et on peut s'interroger, et d'ailleurs les derniers jours nous donnent quelques indications sur ce plan. Autant les petits acteurs de la techno ne seront pas, entre guillemets, ne seront pas à risque demain, mais on peut s'interroger. Structurellement, ces acteurs-là ne peuvent que l'emporter. Vous avez compris qu'ils ont un avantage concurrentiel durable. Ils sont dotés en fait de tout ce que les gens veulent aujourd'hui, donc tous ces acteurs de la techno, notamment les gros. Après, la problématique, c'est qu'ils deviennent si gros qu'ils peuvent commencer à être perçus comme des concurrents naturels de l'agent public que sont en fait les États. Et donc la réalité, c'est que ce qui va peut-être un petit peu complexifier la trajectoire des grands, des trusts en fait du numérique, des GAFAM à l'avenir, ça sera plutôt un risque réglementaire, puisqu'il y a encore quelques jours, vous avez bien vu, là on a dépensé à tout va. Coûte que coûte, on a sauvé, en fait, on a évité la crise de liquidité coûte que coûte. Enfin, coûte que coûte, ça a quand même coûté. Et donc, il va bien falloir trouver l'argent quelque part. Et vous avez vu, en fait, au cours des derniers jours, ça y est, on commence à revenir finalement sur des solutions qui avaient été esquissées avant la crise, notamment avec la taxation des GAFAM. On peut s'interroger quant au phénomène aussi de crise sanitaire en tant qu'accélérateur sur ces sujets-là. Il est probable que derrière, vu qu'on a effectivement dégradé les finances publiques à peu près partout dans le monde, eh bien, tout ce qui peut consister en un gisement de recettes fiscales pourrait être taxé. Pourrait être à nouveau en fait un levier, je dirais, encore plus mobilisé, encore plus rapidement que si la crise sanitaire n'avait pas eu lieu. Donc voilà. Donc structurellement, il y a des raisons. Pierre, il nous reste une minute ou deux juste, parce qu'on a vu que cette surperformance, encore une fois, des bourses américaines par rapport aux bourses européennes et au CAC 40 s'explique à la fois structurellement, conjoncturellement, mis en exergue par cette crise et des résultats qui suivent. Il y a aussi donc la surperformance américaine. Et il y a aussi peut-être une forme de prime de risque sur l'Europe aussi, parce que il y a cette question des dettes souveraines. Est-ce que la zone euro va tenir? Est-ce que l'Italie va sortir? Et donc on se dit que ça peut freiner aussi quelque part des investisseurs étrangers. Ça joue, ça? Alors, je dirais que ça sera. Alors, ça, pour le coup, je dirais que ça va plutôt arriver dans un second temps. Mais effectivement, vous avez raison. On peut s'interroger quant à la trajectoire des indices européens dans les mois qui viennent, tout simplement parce que ce que vous mettez en exergue, c'est finalement qu'il y a une probabilité beaucoup plus forte que les mécanismes de solidarité qu'on a implémentés pour faire face à la plus grosse récession depuis 90 ans au cours des dernières semaines, eh bien, ces mécanismes de solidarité, il est probable, je dirais même probable aujourd'hui, qu'en Europe, ils se fissurent dans les mois qui viennent. Parce qu'effectivement, on est dans une zone dans laquelle vous le voyez déjà, d'ores et déjà, en fait, eh bien, les pays européens entre eux ne font pas preuve d'une solidarité à toute épreuve. Il y a les pays européens entre eux, et puis il y a, on en parlait en tout début d'émission, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui a dit à la BCE, maintenant, il faut motiver vos rachats d'actifs. Donc, il n'y a pas la planche à billets sans fin, ça, voilà. Rendez-vous compte, déjà, après avoir été KO sur le ring, donc après avoir évité un infarctus, même pas quelques semaines, quelques jours plus tard, d'ores et déjà, la solidarité semble se fissurer en Europe. Donc imaginez, plus le temps va passer, plus on va compter, plus en gros on va réussir à mettre, espérons-le, la crise sanitaire derrière nous,
plus en fait ces fissures-là vont devenir de plus en plus importantes. Donc là où vous avez raison, c'est que je crois plus à la composition sectorielle des indices pour expliquer les 15% de surperformance tout à fait récente des indices américains. Attention, je pense que cette surperformance, elle va durer. Par contre, dans un second temps, essentiellement pour des raisons de prime de risque que vous évoquez jusque-là, cette fameuse prime de risque politique liée en fait au caractère bancal de la zone euro telle qu'elle a été conçue, en dissociant finalement le pouvoir politique, le pouvoir budgétaire du pouvoir de patrimoine. Exactement. Voilà qui est très clair. J'espère qu'on a tous bien compris et bien suivi. Merci en tout cas, explication signée Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David. Ciao.